c'est une rencontre improbable parce que déjà la grande affaire, c'était mes parents, c'est-à-dire ma mère occitane et mon père catalan. Mais quelque chose d'encore plus époustouflant, ça a été la rencontre du Nord avec le Sud. Parce que mon mari est normand et je l'ai rencontré à la faculté Paul Valéry. Ça aurait pu être une love story comme celle de pas mal finalement de jeunes. Et puis c'est devenu un dialogue ininterrompu. On a su que, après, je crois, le choc sentimental, qu'on était finalement deux artistes ensemble. Alors deux artistes ensemble, ça aurait pu se passer comme Rimbaud et Verlaine, c'est-à-dire qu'un jour ou l'autre, il y en a un qui tire sur l'autre. Et non, finalement, on a quand même réussi à vivre plus de 35 ans maintenant, hein, ensemble. Et il y a effectivement vraiment un partage. Je suis très attachée au Sud. J'ai toujours dit que mon mari, c'était justement... J'avais épousé le Nord, c'est-à-dire c'est ma boussole. Hein, c'est un peu ce qui me permet de me reparamétrer chaque fois. Donc c'est aussi celui qui me permet de garder le cap parce que il a un côté assez médium, Gaëtan. C'est pas simplement un peintre, c'est quelqu'un aussi qui sent les choses. Et je pense qu'il y a des fois, on est dans une communication qui est au-delà du verbal. La Russie, en fait, on va revenir ici à la région. Et si tu peux... Nous, on sent un passage quand même, parce qu'on a ça aussi en commun, avec la littérature espagnole et même latino-américaine. Oui, d'ailleurs, je rappelle que les collecteurs, l'origine de l'exposition du comité de lecture des collecteurs, c'était le comité de lecture de l'amitié franco-colombienne à l'origine, en 2011. Et en 2015, on a passé le pas à créer notre propre association indépendante et pour pouvoir parler de toute littérature et pas uniquement latino-américaine. C'était un peu une émulation et puis une délivrance aussi, et, un engagement sur le niveau planétaire, enfin de l'homme du monde. Voilà. Peux-tu bien nous parler de Jacques Gasque et des seuils magnifiques? Là, il y a beaucoup à dire encore. Alors, Jacques Gasque, il faut recontextualiser. Moi, je suis née dans une France où on laissait la clé sous le paillasson. Donc, les gens vivaient dans une grande liberté, dans une grande convivialité, je dirais dans des secrets de polichinelle aussi, parce qu'en fait, comme tout le monde laissait la clé sous un pot de fleurs ou sous le paillasson, en fait, il était très facile, n'est-ce pas, de se rendre visite et même des fois de laisser des choses chez quelqu'un avec un petit mot, de ressortir en fermant la clé et en remettant la clé sous le paillasson. Voilà. Donc ça c'était voilà quand j'étais petite. Après je suis donc venue ici à Montpellier. C'était l'année de ma troisième. C'est cette année-là d'ailleurs que j'ai eu Monsieur Larbiou comme professeur principal qui m'a accueilli, qui a été d'une gentillesse très grande avec moi et surtout qui m'a ouvert l'esprit à tout un tas de choses parce que Larbiou c'était non seulement quelqu'un de très cultivé mais en plus quelqu'un qui croyait vraiment, quoi. Enfin, qui s'était engagé dans la vocation enseignante. Et c'est celui aussi avec qui j'ai commencé à ouvrir l'esprit pour aussi ce que c'est que l'histoire, le rapport à l'histoire, hein, parce que lui, il vivait l'histoire au quotidien avec ses engagements à la mairie de Montpellier, et puis ensuite... son combat pour, à l'époque, il nous en parlait hein, en cours, contre la peine de mort. C'était pas encore voté. Et donc, sur ces entrefaites, donc, j'entre au lycée, et puis ensuite en Hippocagne, en Cannes, au lycée Joffre. Et puis ensuite, c'est là, dans ce contexte, que je rencontre un jeune homme qui écrivait des poèmes, qui s'appelait Bernard Calvé, qui était originaire de Nîmes, donc pas loin d'ici, et qui me donne rendez-vous pour me montrer ce qu'il faisait
au buffet de la gare à Montpellier. À l'époque, ça existait encore, ce buffet de la gare, qui d'ailleurs fonctionnait quasiment nuit et jour. Et Bernard Cadet me parle d'un Marc Giroux qui habitait Castelnau-le-Lez, donc vous voyez, on reste toujours un peu autour de Montpellier. Et ce Marc Giroux, on décide d'aller le voir parce qu'il connaît Jacques Gasque. Et Jacques Gasque, c'est quelqu'un vraiment qui nous paraissait à l'époque très important, parce que c'était un de nos aînés, qu'il avait été primé, et qu'il avait déjà une œuvre bien avancée. Nous, on avait à montrer des poèmes. Jacques Gasque, il en était au stade des recueils, et en plus des recueils récompensés. Donc, ça nous paraissait un monsieur vraiment très considérable. Et d'être présenté à Jacques Gasque, c'était quelque chose d'important. Donc, on va voir Marc Giroux qui nous dit « Je vais téléphoner à Jacques Gasque et je vais voir s'il peut vous recevoir ». Jacques Gasque devait être disponible à ce moment-là. On monte dans la 2 chevaux de Marc et on s'en va à Castries. Jacques Gasque habitait à ce moment-là, donc le presbytère de Castries. Il nous ouvre, il nous accueille, il a dû nous offrir quelques rafraîchissements. On parle de nos poèmes, lui il nous parle de ses recueils. Je finis par oser très timidement sortir de mon sac à main quelques poèmes. Et puis finalement, c'est comme ça que je me retrouve dans l'aventure non seulement de la revue Souffle, mais en plus des écrivains méditerranéens, qui s'appelait à l'époque la Compagnie des écrivains méditerranéens, une des premières associations ici à Montpellier littéraire, une des premières aussi, je ne peux même pas dire revue, parce qu'au départ c'était quelques impressions, et en plus quelques impressions en 1943 qui sortaient vraiment sous le manteau. C'était un acte de résistance, avec l'idée que de toute façon il fallait que les Français continuent de s'exprimer au-delà justement du nazisme et de l'occupation de Montpellier. Et donc d'emblée c'est un engagement, c'est-à-dire un engagement humain et en même temps un engagement en poésie. Et on a vu avec toi tout à l'heure encore combien la poésie pouvait être aussi une façon de coder les messages. Et c'est donc comme ça que je me retrouve à 19 ans à Montpellier, donc grâce à l'introduction de Jacques Gasque, dans le cadre des écrivains méditerranéens. Loin d'ici, parce que le comité directeur de la revue Souffle, c'était dans le faubourg Figuerolles, c'est-à-dire c'était le faubourg. Voilà, mais en même temps à 2 pas d'ici. On entendait les rossignols chanter dans les jardins à l'époque. Ah oui, puis il y avait des vignes à Seine-Neuve. Voilà. Il y avait encore les chars et tout, même dans les années 80, c'est très récent. Alors bon, là, je voudrais que tu parles de Féminité du Sud, qui est un bel hommage à la dame Tobaritz. Donc, je vais te poser cette question un peu plus particulière. Que penses-tu de la place de la femme et l'enfant dans ce imaginaire? Et en fait, tu choisis de ce que tu veux dire, parce que c'est à la fois vaste et très couru, et on peut avoir des éclairages différents sur le sujet. Bon, alors d'abord, première remarque, bizarrement, les femmes en poésie ont assez peu traité le sujet de leur rapport aux enfants. Oui, leur émancipation. En général, quand elles écrivent, elles s'expriment assez peu sur leur rapport à la maternité. Il y en a quelques-unes qui l'ont fait, mais ce n'est quand même pas ce qui est le plus marquant, je dirais, dans les thématiques choisies. Alors, les Tobaritz, je vais essayer d'être courte et en même temps complète. Ça a à voir aussi avec justement la Compagnie des écrivains méditerranéens, où j'avais rencontré une femme poète extrêmement intéressante sur le plan culturel, puisqu'elle était une amie de René Nelly. Cette femme s'appelle Antoinette d'Arcueche.
Elle a actuellement, je crois, entre 96 et 97 ans. Mais je correspondais encore avec elle jusqu'à l'année dernière. Donc, bon, elle a encore gardé une certaine vivacité d'esprit, enfin, en tout cas, la capacité d'écrire une lettre tout à fait correcte. Et Antoinette habitait donc une villa près de Béziers qui s'appelait la Traubaïritz. Et donc, assez rapidement, nous avons échangé nos adresses, puisqu'à l'époque, il n'y avait pas Internet. Donc, on s'écrivait, hein, on échangeait des adresses postales, pas des adresses électroniques. Et Villa Traubaïritz, tout de suite, je lui dis, mais qu'est-ce que c'est? Et c'est là qu'elle m'a expliqué que c'était les femmes troubadours. Alors là, ça devenait très, très intéressant, parce que moi, si vous voulez, ma formation littéraire, je connaissais les femmes qui avaient écrit soit en Grèce, soit les écrits latins, quoi, des poétesses latines. Donc les écrits de l'Antiquité, un petit peu, bon, après, quoi. Mais ces femmes Traubaïritz, c'est-à-dire ces femmes poètes des XIIe et XIIIe siècles qui, spécifiquement dans le sud de la France, c'est-à-dire qu'elles soient catalanes, occitanes ou provençales, s'étaient reliées volontairement à cette culture gréco-latine et avaient été une des premières à s'exprimer, à renouer avec la poésie, ça je ne connaissais pas. Ne peut-on se déterminer qu'en prenant position et surtout témoigner pour ne plus jamais laisser la place à la négation, ni au retour en cycle d'épouvante qui a réellement existé arraché, car le ventre est encore fécond d'où a surgi la bête immonde, comme le dit si bien Bertolt Brecht. Là aussi, il y a beaucoup à dire. Alors, je crois que le tournant, il commence avec Guerre civile. C'est-à-dire que c'est le moment où je prends conscience de ce que c'est que ce qui se passe en Syrie. Ça devait faire, enfin ça remonte à plusieurs années en arrière déjà, où je commence à écrire justement sur ce que c'est que cette épouvante qui gagne petit à petit les pays, qui les agite, qui les détruit, qui entraîne la ruine et le désaccord, qui s'attaque à l'humanité finalement. Donc je vais écrire ce recueil de poèmes qui s'appelle Guerre civile, avec absolument plus le souci de plaire, c'est-à-dire ça plaît ou ça ne plaît pas, mais le message est clair. Et puis il y a un autre livre qui va entre-temps être de la même veine, hein, qui va avoir quelque chose à voir avec justement l'engagement, la réaction. Ça s'appelle donc Exil sous un tonnerre, ça a à voir avec justement la situation de l'exilé. Et ça, je vais l'écrire en complicité avec Angela Nachmanier, qui est une Roumaine, et qui va traduire d'ailleurs ce recueil en roumain, et qui a connu l'époque de Ceausescu. Donc pour qui l'exil, c'est vraiment quelque chose d'existentiel. Enfin, c'est pas un concept ou un constat. Et puis, sur ce, on me propose un voyage d'études à Auschwitz, par le mémorial de la Shoah, parce que je suis de formation historienne. Sur place, dans le cadre de ce voyage d'études à Auschwitz. Et là, je passe des heures à arpenter Auschwitz, des heures à essayer de comprendre comment ça fonctionnait à Auschwitz. Et je m'aperçois
m'aperçois que la réalité est beaucoup plus complexe encore que ce que j'avais pu appréhender de par mes études ou les livres que j'avais pu lire. Et en même temps, c'est un choc sur le plan personnel, émotionnel. C'est encore autre chose que d'avoir vu des documentaires, parce qu'on est là sur place et que malgré tout, on est en train de vivre quelque chose de nouveau. Par exemple, je me souviens qu'une fois que j'ai été devant le mur des fusillés d'Auschwitz, il m'a été impossible de prendre une photo. Parce que ça allait bien plus loin que l'idée qu'il fallait garder un souvenir de ce mur. Bien sûr, ce mur allait être inscrit en moi, quoi. Quand vous rentrez dans la chambre de Maximilien Kolbe, qui est en réalité une cellule, c'est pareil, il s'y dégage quelque chose de très... encore de très tragique. Et après, je suis allée donc à l'intérieur même des bâtiments d'Auschwitz et là j'ai vu aussi le musée d'Auschwitz, c'est-à-dire les cheveux, les chaussures, les boîtes de cyclone 3, tout ça. Et à ce moment-là, il y a eu un immense orage sur Auschwitz. Et moi qui m'étais toujours demandé qu'est-ce que c'était que ce livre que je venais de publier et pourquoi il s'appelait Exil sous un tonnerre, j'ai compris derrière les vitres des bâtiments d'Auschwitz qu'est-ce que c'était que cet exil sous un tonnerre. Et je me suis dit finalement peut-être que ce que j'ai écrit aller plus loin que ce que je pensais et que c'était même déjà un peu prémonitoire. Le soir, rentré à Cracovie, j'ai commencé à écrire. Et je me suis vite aperçue qu'il fallait que je fasse la part entre le rationnel, c'est-à-dire ce qu'il était capable encore de que l'on était encore capable de transmettre par rapport à Auschwitz, ce que j'étais moi capable de faire par rapport à ça, et j'ai eu là l'idée que peut-être il fallait que j'explique où on en était par rapport à ça, et donc très vite est arrivée l'idée d'une conférence pour parler d'Auschwitz. Et cette conférence, il ne fallait pas qu'elle soit sur le registre émotionnel, donc j'ai appelé ça Auschwitz mode d'emploi. Pour que ça soit clair qu'il y avait vraiment une volonté de mettre en place un système qui était un système de voyous, un système fait pour gagner de l'argent, un système pour réduire à l'esclavage des gens jusqu'à ce que mort s'en suive.